Je m'appelle Manon. J'avais 34 ans lorsque la trame même de ma réalité, ce tissu que je croyais si dense, si solide et indestructible, commença à se défaire, fil après fil, jusqu'à ce que les coutures craquent avec un bruit sourd que seule mon âme pouvait entendre. Tout commença ce jour fatidique où un inconnu vint s'asseoir face à moi dans un petit bistrot, délibérément intime et chaleureux, situé rue de la République, en plein cœur historique d'Amboise. Ce n'était pas une visite de courtoisie, ni le fruit du hasard, et encore moins une tentative de séduction maladroite. L'homme, d'une voix basse mais empreinte d'une fermeté effrayante, me conseilla de ne pas me précipiter pour déposer ma demande de divorce, comme s'il lisait à livre ouvert le roman de ma destinée, dont les pages étaient encore collées pour moi. Dehors, l'après-midi d'automne se noyait sous une pluie battante, de celles qui sont fréquentes dans notre belle vallée de la Loire en intersaison. Le ciel, par-delà la vitrine embuée, pendait comme une lourde draperie de plomb, un gris ardoise gonflé d'humidité, prêt à se déchirer sous le poids d'une nouvelle averse glaciale. Les gouttes commençaient déjà à marteler les corniches en tuffeau et les carreaux, déformant la vue sur la zone piétonne, transformant les passants pressés en silhouettes impressionnistes, floues et fuyantes. À l'intérieur de l'établissement, l'air ne sentait pas le grain brûlé industriel des chênes modernes, mais portait des effluves complexes de vieux chênes, de tanins et d'épices douces. Ici, respectant l'art de vivre à la française, on servait des crus locaux et des cafés serrés. Une immense machine à café en cuivre, un véritable monstre de beauté vintage, trônait sur le comptoir en zinc. Ce géant de métal, poli jusqu'à l'éclat de l'or rouge, dominait royalement les tasses en porcelaine et diffusait autour de lui des ondes de chaleur et une promesse de confort domestique qui contrastaient si violemment, jusqu'à m'en faire mal à la poitrine, avec le froid sépulcral qui venait de s'installer au tréfonds de mon âme. Devant moi, un verre de vin rouge, un chinon charpenté, respirait doucement, ses larmes glissant le long du calice, intact. Autour de nous, la vie ordinaire suivait son cours, indifférente à mon effondrement imminent. Aux tables voisines, des employés de bureau discutaient à mi-voix, échappés le temps d'une pause déjeuner de la frénésie administrative et des échéances pressantes. Un jeune homme, isolé dans un coin, tapait méthodiquement sur le clavier de son ordinateur portable, sans doute en train de finaliser une ligne de code ou un mémoire universitaire, tandis qu'une femme regardait pensivement par la fenêtre les pavés luisants de la rue piétonne, où les enseignes des boutiques se reflétaient dans les flaques comme des joyaux liquides. Rien, absolument rien dans ce décor de carte postale provinciale ne présageait le drame. La scène était d'une banalité à pleurer, d'un ordinaire à grincer des dents, mais c'est précisément à cet instant, lorsque l'inconnu face à moi entr'ouvrit les lèvres pour parler, que l'atmosphère changea. Il me sembla que l'air autour de nous s'était soudainement solidifié. Respirer devint une épreuve, comme si l'oxygène avait été aspiré par une pompe invisible et puissante, et une sensation de lourdeur écrasante s'installa dans ma poitrine, comme si la composition chimique de l'atmosphère avait muté pour devenir toxique, empoisonnant chacun de mes souffles. L'homme se présenta sous le nom de Stéphane. Son prénom claqua, bref et lourd de sens, sans fioriture, sans les civilités d'usage qui enrobent habituellement les rencontres. Sa voix résonnait avec un calme terrifiant, on n'y décelait aucune vibration de nervosité, aucune trace de colère vertueuse, seulement un contrôle total, glacial, presque chirurgical. Son maintien était impeccable, le dos droit, les épaules carrées mais détendues, la posture de ceux qui ont l'habitude d'encaisser les coups du sort sans plier sous leur poids. Il était assis, les mains aux doigts soignés posées à plat sur le plateau de la table en bois sombre, et me fixait droit dans les yeux avec un regard lourd, qui ne sciait pas. Il prononça le nom de mon mari, Lucas, non pas comme une interrogation, mais comme l'énoncé d'un fait médical indiscutable, sec, un diagnostic terminal ne souffrant ni preuve ni discussion, votre mari voit ma femme. J'attendais de moi-même une réaction, une explosion. Je pensais que j'allais suffoquer, que mon cœur allait bondir hors de ma poitrine pour s'écraser sur la table, que j'allais éclater en sanglots ou provoquer une scène disgracieuse en brisant mon verre de vin, comme on le voit dans les mélodrames bon marché du dimanche soir. Mais rien de tout cela ne se produisit. Au lieu du chaos, je sentis une décharge électrique froide courir le long de ma colonne vertébrale, de la nuque jusqu'au sacrum, paralysant ma volonté et gelant instantanément le flux de mes pensées. C'était une sensation physique aiguë, brutale, comme si l'on m'avait soudainement versé un seau d'eau glacée, puisé dans la Loire en hiver, directement dans le dos. La confirmation, vocalisée par cette voix étrangère et impassible, possédait un poids terrifiant, une gravité spécifique que n'auraient jamais les soupçons flous qui rongeaient mon âme depuis des mois. Le doute n'est qu'une brume, une vapeur insaisissable dans laquelle on peut s'égarer, mais les mots de Stéphane étaient des blocs de granit, tombés avec un bruit mat au fond de ma conscience, remuant la vase des vérités enfouies. Stéphane agissait avec une lenteur calculée, sans aucune précipitation.
Il sortit de la poche intérieure de sa veste structurée une épaisse enveloppe en papier craft et la posa sur la table, exactement à mi-chemin entre nous, traçant une ligne de démarcation, une frontière. Il ne l'ouvrit pas immédiatement, m'accordant du temps, ce temps cruel, étiré comme du caoutchouc pour réaliser ce qui se passait. Me scrutant de son regard perçant, scannant mes micro-expressions, il prononça la phrase qui allait devenir mon mantra pour les mois à venir: si vous agissez la première, tout de suite, vous perdrez. Vous perdrez tout. Je fixais cette enveloppe comme une personne sous hypnose, comme un animal fasciné par les phares d'une voiture. Elle semblait banale, inoffensive, mais j'avais l'impression qu'elle émettait des radiations, qu'elle pulsait d'une menace latente. Mes mains reposaient sur mes genoux, j'avais entrelacé mes doigts, et à ma grande surprise, ils ne tremblaient pas. Pourtant, dans la cage thoracique, mon cœur battait la chamade, si fort et si sourdement que les pulsations résonnaient en écho dans mes tympans, couvrant presque le fond sonore du bistrot. J'avais imaginé ce moment de révélation des centaines de fois dans mes cauchemars, me réveillant en sueur dans les draps froids. Je pensais que je hurlerais, que je renverserais les meubles, que je chercherais à blesser, ou que je glisserais simplement sous la table en hystérie, perdant toute dignité humaine. Je croyais que mon univers personnel s'effondrerait dans un fracas assourdissant. Mais à la place de l'apocalypse, il y eut le silence. Je restai immobile, telle une statue de marbre dans un jardin d'hiver. Le monde ne s'écroula pas, les murs du bistrot ne se fissurèrent pas, le temps se figea simplement, comme une horloge dont le mécanisme s'enraye. Stéphane, observant ma stupeur surnaturelle, commença à expliquer, et chaque mot s'enfonçait dans ma conscience comme un clou scellant le cercueil de mon mariage: la justice n'entend pas la douleur, Manon. Le système judiciaire est une machine. Il n'entend pas le son d'un cœur brisé, ne voit pas vos larmes ni vos nuits blanches. Le juge n'entend que les faits secs, ne voit que les documents, les tampons et les preuves irréfutables. Si vous cédez maintenant à vos premières émotions, si vous faites un scandale, vous ne ferez que les avertir. Vous leur donnerez une longueur d'avance. Sans le vouloir, vous protégerez ceux qui vous ont trahi. Mais si vous vous armez de patience, si vous serrez les dents et attendez, vous vous protégerez, vous. Il raconta, avec une économie de mots poignante, qu'il avait lui-même appris cette leçon trop tard et à un prix exorbitant par le passé, lors de son premier divorce, et qu'à présent, confronté à nouveau à la trahison, il ne gaspillait plus son énergie en émotions stériles. Il avait commencé méthodiquement, tel un enquêteur de la criminelle, à constituer un dossier sur chacun de leurs pas, chaque respiration, chaque centime dépensé. Les dates, les heures, les lieux, les habitudes, les itinéraires, les tickets de caisse. Je l'écoutais sans l'interrompre, terrifié à l'idée de manquer une seule syllabe, une seule nuance. À un moment donné, à travers le voile du choc, je compris, ce n'était pas simplement la rencontre de deux âmes bafouées cherchant du réconfort l'une auprès de l'autre. Ce n'était pas un club de cœurs brisés anonymes. C'était une réunion opérationnelle. C'était un avertissement, une stratégie, un plan de bataille militaire détaillé. Je pensais à Lucas, mon mari, avec qui j'avais partagé 7 ans de ma vie. 7 ans qui me semblaient être une éternité. Je me remémorais ses retours de plus en plus tardifs, son téléphone qui gisait désormais toujours écran contre la table, telle une petite mine noire antipersonnelle, et ce silence ouaté, bourdonnant, qui s'était installé dans notre appartement ces derniers mois. La maison était devenue silencieuse non pas parce que la paix y régnait, mais parce que nous n'avions plus rien à nous dire. Les mots s'étaient taris. Nous ne nous disputions même pas, et cela, je le comprenais maintenant avec horreur, était pire que n'importe quel éclat de voix latin. L'indifférence tue plus sûrement que la haine. Stéphane poussa légèrement l'enveloppe vers moi, ses doigts effleurant un instant le papier craft, et ce geste m'apparut comme la transmission d'un témoin: vous n'avez pas de décision à prendre aujourd'hui, ni dans la minute. Vous n'avez rien à signer maintenant. Promettez-moi juste une chose, ne vous précipitez pas. Pas de mouvement brusque. L'émotion est une mauvaise conseillère. Je hochai lentement la tête, me sentant comme une marionnette dont un marionnettiste invisible et cruel venait de couper les fils. À cet instant précis, assise dans ce bistrot de la rue de la République, humant l'arôme du vin et du café, je ne savais pas encore, je ne pouvais pas savoir, que cette seconde exacte constituait le point de bascule de toute mon existence. C'est là que mon destin cessa de tournoyer, impuissant, dans le tourbillon du mensonge comme une brindille dans le courant, et commença, lentement, dans un grincement d'effort, à avancer, mais cette fois selon mes règles, selon ma propre navigation. Avant que tous ces éclats tranchants de vérité ne s'abattent sur moi, je croyais sincèrement,
jusqu'à la naïveté, que ma vie était l'exemple même de la stabilité, l'étalon hors du bonheur conjugal. J'étais marié à Lucas depuis 7 ans. Un bail solide. Il travaillait dans la logistique à la SNCF, un secteur vital, le système circulatoire de notre région, là où les trains relient les villes et les destins. Son emploi du temps était dense mais toujours prévisible, réglé comme une horloge de gare, les réunions matinales, la gestion du fret, le contrôle des flux, les conférences avec la direction régionale. Je travaillais à distance, m'occupant de la localisation de logiciels complexes, assise chez moi à mon grand bureau donnant sur une cour calme. Notre mariage reposait sur des fondations puissantes faites d'habitude, solides comme du béton armé, et qui semblaient tout aussi inébranlables. Nous étions une équipe. Les courses au grand hypermarché le samedi matin, liste en main, la commande de sushi ou de pizza le vendredi soir, le visionnage infini de séries sur notre canapé moelleux et profond, où Lucas finissait invariablement par s'endormir avant le générique de fin, respirant doucement contre mon épaule. Lucas n'avait jamais été un héros de roman à l'eau de rose ou un romantique incurable, il ne m'offrait pas des brassées de roses rouges sans raison, ne chantait pas sous ma fenêtre. Mais il était fiable comme un roc. Si un robinet fuyait, il le réparait le soir même. Si ma voiture, ma chère vieille Citroën 2CV que j'adorais pour son charme rétro, avait un souci, il s'en occupait sans un mot. Il élevait rarement la voix, était toujours maître de lui, organisé, et n'oubliait jamais de régler les factures d'électricité ou d'internet à temps. Cette stabilité monumentale, tranquille, me procurait un sentiment de sécurité profonde que je chérissais par-dessus tout. Je me disais, je me convainquais, que c'était cela, l'amour véritable des adultes sans les passions dévastatrices de l'adolescence, sans vaisselle brisée, mais avec une certitude absolue du lendemain. En regardant en arrière, je réalise à quel point je me trompais, fatalement, en confondant le silence mortifère de l'indifférence avec la fidélité, et l'absence de conflit avec l'harmonie familiale. Il n'y avait eu aucun signal d'alarme flagrant, aucune crise de larmes, aucune disparition nocturne inexpliquée au début de notre naufrage. Simplement, la maison était devenue trop calme, stérile. Mes parents adoraient Lucas, le considérant comme le gendre idéal. Mes amis disaient avec une pointe d'envie que j'avais de la chance d'avoir trouvé un homme aussi sérieux et posé à notre époque d'éternels adolescents. Je m'étais persuadé que si nous ne nous disputions pas, c'est que nous étions parfaitement assortis. J'ignorais alors, aveugle que j'étais, qu'une maison peut être silencieuse non par bonheur, mais parce que l'un de ses habitants a déjà déménagé émotionnellement, quittant la relation pour ne laisser qu'une coquille vide errer dans les pièces, tel un spectre accomplissant des rituels vides de sens. Les changements s'étaient infiltrés dans notre vie imperceptiblement, sournoisement, goutte à goutte, comme l'eau à travers une fissure microscopique dans un barrage, invisible à l'œil nu. D'abord, Lucas commença à rentrer plus tard du travail. Au début, c'était 21h, puis 22h, puis il se mit à rentrer proche de minuit, l'air épuisé et fermé. Il fournissait des explications logiques, de nouveaux contrats majeurs, des problèmes constants sur le réseau ferroviaire, des rapports urgents pour le siège parisien. Je le croyais, car la logistique à la SNCF ne connaît pas de répit. Ensuite, sa relation avec son téléphone changea, cet appareil semblait s'être greffé à sa main, devenu une extension de son corps. Mais paradoxalement, l'écran était toujours tourné vers le bas, ou bien le téléphone restait enfoui dans la poche intérieure de sa veste, près du cœur. À la moindre notification, il jetait un coup d'œil furtif, coupable, traqué, et détournait aussitôt l'écran, comme s'il craignait que je ne découvre un secret d'État. Et puis, dans notre salle de bain, parmi les odeurs familières de gel douche et de shampoing, une nouvelle senteur apparut. Un parfum étranger, puissant, un mélange coûteux de santal et de musc, qui flottait dans l'air comme un nuage lourd et entêtant après que Lucas ait pris sa douche matinale. En 7 ans de mariage, il n'avait jamais porté de parfum, préférant l'odeur propre du savon et d'un déodorant neutre. Quand je lui en fis la remarque, surprise, il balaya le sujet d'un revers de main, sans me regarder, prétendant que c'était un échantillon offert par un collègue, une bête promotion d'entreprise pour les fêtes. Sa garde-robe subit elle aussi une métamorphose étonnante, les pulls confortables et un peu détendus laissèrent place à des chemises cintrées à la mode, mettant en valeur sa silhouette, il cessa de fréquenter le petit coiffeur de quartier pour se rendre chez un barbier huppé du centre-ville, où la coupe coûtait une fortune. Il semblait muet, se débarrasser de son ancienne peau pour se préparer à une nouvelle vie. Les week-ends, il commença à disparaître à la salle de sport, y passant de longues heures. Il partait avec son sac rempli d'équipements et en revenait non pas épuisé par l'effort, mais rayonnant, chargé d'une énergie étrange, vibrante,
comme s'il se nourrissait d'électricité. C'était ce bonheur-là, cet éclat particulier dans les yeux, ce feu vivant que je n'avais plus vu à la maison depuis des mois, voire des années. Ces messages durant la journée devinrent rares, secs, purement fonctionnels, comme des télégrammes, pain, rentrerai tard, ok. Si vous avez déjà senti votre propre maison, votre forteresse, devenir une crypte glaciale malgré le chauffage à fond et l'absence de dispute, vous comprendrez de quoi je parle. C'est le froid sépulcral de l'aliénation, qui vous transperce jusqu'aux os. Tout bascula définitivement, s'effondra un soir de milieu de semaine. J'étais sorti dîner avec une vieille amie dans un petit restaurant sympathique du centre-ville. Nous étions installés près d'une grande baie vitrée, buvant du vin et discutant de tout et de rien, du travail, de la météo, quand soudain mon regard fut attiré par la brasserie vivement éclairée de l'autre côté de la rue. Là, derrière la grande vitrine, comme sur une scène de théâtre, Lucas était assis. Il n'était pas seul. Face à lui se tenait une femme aux cheveux sombres et brillants, vêtue d'un élégant manteau bordeaux. Ils étaient penchés l'un vers l'autre au-dessus de la petite table, si proches, si intimes, que leurs fronts se touchaient presque. Il y avait entre eux ce champ magnétique impossible à contrefaire. Lucas souriait de ce sourire ouvert, détendu, presque gamin, que j'avais oublié depuis longtemps, qu'il avait effacé de notre vie commune. Il la regardait avec une telle adoration, un tel intérêt, comme il me regardait autrefois, dans une autre vie. Et puis il fit ce qui brisa définitivement mes dernières illusions et mes derniers espoirs en 1000 morceaux. Il tendit la main à travers la table et recouvrit doucement la sienne. C'était un geste d'une intimité si profonde, si habituel, un geste ancré qui ne demande ni permission ni réflexion, un geste que seuls les gens très proches partagent. Ce n'était pas juste une aventure, pas une liaison d'un soir. C'était de l'amour. Ou ce qu'il croyait être de l'amour. Je ne bondis pas de ma chaise, je ne renversai pas la table, je ne courus pas dans la rue au risque de me faire écraser pour faire un scandale et lui arracher les cheveux. Mon corps sembla se remplir de plomb, je me figeai, transformé en bloc de glace. Mon ami, suivant mon regard vitreux, comprit tout instantanément et, réglant l'addition avec une hâte fébrile, m'entraîna loin de là, loin de ce spectacle. Cette nuit-là, Lucas rentra après minuit. Il entra dans la chambre où je gisais éveillé dans l'obscurité, et sa voix sonna effroyablement banale, quotidienne, « Désolé chérie, le chaos au boulot, des wagons bloqués, il a fallu gérer. » À cet instant, je réalisais l'effroyable vérité, nauséabonde, la personne que l'on aime peut nous mentir avec un calme olympien, droit dans les yeux, sans ciller. Le mensonge devient sa seconde nature, sa routine quotidienne, aussi banale que de se brosser les dents. Je décidai de ne pas réagir. Pas encore. J'avalai ce cri. Dès le lendemain matin, je commençais à vivre une double vie d'agent infiltré dans mon propre foyer. En apparence, je restais cette épouse attentionnée et un peu ennuyeuse, je préparais les petits déjeuners, je faisais couler le café, je repassais ses chemises en chassant des poussières invisibles. Mais à l'intérieur, la jeune femme naïve était morte, remplacée par un observateur froid et calculateur, un espion. J'achetai un carnet spécial. Je commençais à noter avec une précision maniaque ses heures de départ et d'arrivée. Quand il appelait pour dire qu'il était retenu en réunion à la direction régionale de la SNCF, je montais dans ma Citroën 2CV, je roulais jusqu'aux bâtiments administratifs, je me garais dans l'ombre et je constatais que sa voiture n'était pas sur le parking, que sa place était vide. Quand il prétendait aller à la salle de sport pour soulever de la fonte, je me connectais à son compte sur le site du club et je voyais l'historique des accès, son badge n'avait pas bipé à l'entrée depuis des semaines. Il me mentait à chaque étape, sur les détails comme sur l'essentiel, tissant autour de lui une toile de duplicité. Je rencontrai secrètement un avocat spécialisé dans les divorces, un homme aux cheveux gris et au regard fatigué de cynique qui a tout vu. Il m'écouta attentivement, tapotant son stylo sur le bureau, et me dit une phrase que je gravais au fer rouge dans ma mémoire, « Manon, le soupçon n'est pas une preuve. Vos sentiments, votre intuition, votre douleur, tout cela n'a aucune valeur juridique. Le juge a besoin de faits. Si vous provoquez une confrontation maintenant, sous le coup de l'émotion, sans preuve en béton, vous ne ferez qu'apprendre au traître à mieux dissimuler ses traces. Il deviendra plus prudent, plus malin, et nous ne prouverons rien, tandis qu'il s'en sortira indemne. » Je sortis de son cabinet, qui sentait le vieux papier et la poussière, avec une nouvelle règle de vie, aucune action tant que je n'ai pas de preuves irréfutables en main. Se coucher chaque soir dans le même lit qu'un homme qui vous a trahi, sentir la chaleur de son corps, entendre son souffle régulier dans son sommeil et savoir,
savoir pertinemment qu'il vient d'être avec une autre, qu'il a embrassé une autre, c'est le sentiment le plus solitaire, le plus torturant au monde, qui ronge l'âme comme de l'acide. Ce mardi-là, Stéphane apparut devant chez moi, tel un spectre surgi du passé. Nous n'avons pas discuté sur le pas de la porte, où les voisins auraient pu nous voir, mais nous sommes montés en silence dans sa voiture pour nous rendre dans une petite brasserie anonyme en périphérie de la ville. Là, attablé sur une surface collante, il ne tourna pas autour du pot, ne gaspilla pas un temps précieux en politesse mondaine vide. Il abattit ses cartes immédiatement. « Ma femme, Valérie, couche avec votre mari. » Stéphane ouvrit un dossier gris qu'il avait apporté. À l'intérieur se trouvaient des photographies qui me donnèrent la nausée, une boule remonta dans ma gorge. Lucas et Valérie. Les voilà sortant d'un restaurant, heureux, riant la tête en arrière. Les voilà au cinéma, avec un pot de pop-corn. Les voilà sur le parking d'un centre commercial, s'embrassant fougueusement dans la voiture, oubliant le monde entier. Sur chaque cliché, dans un coin, la date et l'heure étaient incrustées automatiquement. C'était la chronique de mon humiliation, documentée avec une précision pédante et impitoyable. Stéphane me tendit une petite clé USB noire, un morceau de plastique contenant des gigaoctets de ma douleur. « Vous en aurez besoin, Manon. Gardez ça. Pour vous protéger quand le moment sera venu. » Il me dit qu'il ne m'aidait pas par altruisme, mais parce que nous étions dans le même bateau, deux capitaines de navires en train de sombrer, torpillés par leur propre second. Avant de partir, il me rappela encore, comme un mantra, la règle cardinale de notre jeu, ne pas se presser. L'endurance était notre arme principale. Il ajouta qu'il y avait une autre chose importante, l'aspect financier, que nous devions aborder, et fixa le prochain rendez-vous 3 jours plus tard, de nouveau dans ce bistrot de la rue de la République où tout avait commencé. Lorsque nous nous retrouvâmes 3 jours après, Stéphane, sans dire un mot, posa sur la chaise voisine une lourde mallette en cuir noir. Les fermoirs dorés cliquèrent, il souleva le rabat. À l'intérieur reposaient des liasses de billets soigneusement rangés. « Je vous demande de ne pas demander le divorce tout de suite, » dit-il d'une voix égale. Ma première réaction fut une colère furieuse, brûlante. Le sang me monta au visage, mes oreilles s'enflammèrent. Je pensais qu'il voulait m'acheter, me forcer au silence, monnayer ma dignité. « Je ne suis pas à vendre, Stéphane. » Sifflai-je en me penchant vers lui. « Ma douleur n'est pas une marchandise. Vous ne pouvez pas acheter mon silence. » Stéphane resta parfaitement imperturbable, aucun muscle ne tressaillit sur son visage. Sa voix était basse, apaisante, mais convaincante, comme celle d'un médecin en clinique psychiatrique. « Ce n'est pas un pot de vin, Manon. Calmez-vous et écoutez. C'est une compensation. Une juste compensation pour votre patience et pour le rôle difficile que vous allez devoir jouer dans les mois à venir. » Il m'expliqua son plan en détail. Si je demandais le divorce maintenant, Lucas paniquerait. Il appellerait immédiatement Valérie. Ils se tairaient comme des rats effrayés, commenceraient à détruire fébrilement leur correspondance, à effacer leurs comptes, à dissimuler leurs actifs, à transférer la propriété des biens, des maisons de campagne et des voitures à des cousins éloignés ou à leur mère. Toutes les preuves que nous avions si difficilement réunies pourraient être contestées au tribunal ou simplement disparaître. Stéphane voulait attendre encore 3 mois. 90 jours exactement. Il avait besoin de ce temps pour constituer un dossier complet sur leur malversation financière, tracer les flux d'argent qui fuyaient de nos ménages, et refermer le piège hermétiquement, sans laisser la moindre issue. Si vous agissez la première, votre mari préviendra ma femme, et tout ce que j'ai construit pendant des mois, toute ma stratégie s'écroulera comme un château de cartes, dit-il en me regardant dans les yeux. Je regardai la mallette pleine d'argent, puis Stéphane, son visage fatigué mais résolu. 3 mois. 90 jours infinis de vie côte à côte avec le mensonge. 90 jours de sourire fin, de baisers froids sur la joue, de conversations sur la pluie et le beau temps au dîner. Cela semblait être une torture insupportable, raffinée. Mais je comprenais sa logique implacable. C'était une partie d'échecs complexe, et nous devions penser avec plusieurs coups d'avance, sacrifiant des pions pour mettre le roi échec et mat. Finalement, après une longue pause, je hochai lentement la tête. Non pas pour l'argent, bien qu'il constituât un coussin de sécurité substantiel pour ma future vie de solitaire. J'acceptais parce que je voulais finir cette histoire sordide non pas comme une victime éplorée, mais comme une gagnante, en préservant mon amour-propre et avec un dossier de preuves imparables. Les semaines suivantes exigèrent de moi une discipline de fer,
quasi militaire, et un talent d'actrice digne d'un César. Je continuais à lui faire son café le matin, m'efforçant de ne pas laisser ma main trembler en tenant la verseuse, je lui demandais comment s'était passée sa journée, et je souriais même en réponse à ses mensonges éhontés. Fatigué, beaucoup de boulot, disait-il, et je opinais, mon pauvre, repose-toi. Stéphane et moi maintenions un contact étroit, constant, comparant les emplois du temps de nos conjoints infidèles comme des contrôleurs aériens coordonnent les vols. Quand Lucas prétendait avoir une réunion importante et devoir rester tard au bureau de la direction, Stéphane m'envoyait aussitôt un message confirmant que Valérie avait quitté son bureau, maquillée et sur son 31, exactement à la même heure. Un jour, en fouillant dans les papiers de Lucas dans son bureau à la maison pendant qu'il était sous la douche, je trouvais un étrange contrat de location. C'était pour une maison. Pas juste un cabanon d'été, mais une véritable maison de campagne solide, en pierre, située en Normandie, secrètement louée au nom de Lucas. Je photographiais les documents avec des mains tremblantes, terrifié qu'ils n'entrent à tout moment, et je les remis exactement à leur place, au millimètre près, pour ne pas éveiller les soupçons. Lucas perdait peu à peu sa vigilance. Il se détendait. Il croyait sincèrement contrôler totalement la situation, être un génie de la conspiration, et me prenait pour une idiote naïve et amoureuse qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez et buvait chacune de ses paroles. Ses mensonges devenaient négligents, paresseux. Lorsqu'il annonça solennellement qu'il devait partir en urgence en déplacement à Nice pour 3 jours soi-disant pour un forum important sur le transport et le développement des lignes sud-est, je réprimai à grand-peine un sourire amer et venimeux. Stéphane vérifia immédiatement les bases de données et confirma, Valérie avait acheté un billet sur le même vol, siège voisin. J'aidai mon mari à faire sa valise, pliant soigneusement ses chemises, son maillot de bain. Pourquoi un maillot de bain pour un forum en hiver? Ah oui, la piscine de l'hôtel, et avec un sourire radieux, je lui souhaitai un bon voyage et des négociations fructueuses. À ce moment-là, je compris une chose essentielle, le silence n'est pas une faiblesse, contrairement à ce qu'on nous apprend. Le silence, c'est la préparation. C'est le temps où l'on aiguise son épée dans l'ombre pour porter un coup unique, mais mortel. Lucas revint de Nice bronzé, reposé, sentant l'air marin et la peau d'une autre femme. Il me rapporta un souvenir stupide, un bibelot en coquillage bon marché, que je posai sur l'étagère avec une expression de profonde gratitude, alors que j'avais envie de le fracasser contre le mur. Stéphane avait alors tout rassemblé, absolument tout, l'heure exacte de leur arrivée à l'hôtel dans la même chambre, les notes de frais de restaurants étoilés où ils avaient dîné aux chandelles sur notre budget familial, des photos prises par un détective privé où on les voyait flâner sur la promenade des Anglais main dans la main comme des adolescents transis, et s'embrasser sur fond de coucher de soleil. Le dossier était complet et accablant. Une semaine après son retour, Lucas, enhardi, lança la conversation sur le fait qu'il devenait pénible de traverser toute la ville depuis notre quartier, que les embouteillages étaient infernaux, et qu'il serait peut-être judicieux de louer un petit appartement plus près du travail pour y dormir parfois en semaine. J'acceptai, le regardant dans les yeux avec une compréhension et une sollicitude feinte, « Bien sûr mon chéri, tu dois ménager tes forces. » Stéphane confirma l'information, Valérie avait déjà déménagé ses affaires, ses robes et ses produits de beauté dans cet appartement de location dont Lucas parlait comme d'une « garçonnière de travail ». Ils ne se cachaient plus dans les coins sombres et les hôtels, ils commençaient concrètement à vivre ensemble, créant leur petit univers douillet de mensonges, parallèle à nos mariages respectifs. C'était crucial pour nous d'un point de vue juridique, car la cohabitation détruisait toute excuse possible. Ce n'était plus une simple aventure de bureau, c'était une deuxième famille à part entière. Stéphane et moi nous appelâmes et choisîmes une date, le lundi suivant, à 10h du matin. L'heure de la frappe synchronisée et dévastatrice. Aucun avertissement, aucune discussion préliminaire larmoyante, aucune explication. Nous déposâmes nos demandes de divorce simultanément, auprès de tribunaux différents mais à la même minute. Le mercredi, les huissiers délivrèrent les documents aux destinataires. Je n'oublierai jamais, jusqu'à mon dernier souffle, cette soirée-là. Lucas fit irruption à la maison, serrant dans sa main l'enveloppe contenant l'assignation, le visage déformé par la rage et la peur. Il était blême comme un linge, ses mains tremblaient. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire ?» hurla-t-il dès le seuil, sa voix montant dans les aigus. J'étais assise dans un fauteuil au salon, parfaitement calme, buvant une tasse de thé. Je posai lentement la tasse sur la soucoupe et je lui dis que je savais tout. Absolument tout. Je commençai à énumérer les faits, les dates, les lieux, les noms des restaurants.
Je sortis le dossier et lui montrai les impressions de la réservation d'hôtel à Nice, la copie du bail de la maison en Normandie qu'il avait cachée. Je parlais doucement, presque en chuchotant, mais chaque mot tombait dans le silence de la pièce comme une pierre lourde au fond d'un puits. Quand j'ajoutai que le mari de Valérie, Stéphane, avait demandé le divorce le même jour et à la même heure, et qu'il possédait le même dossier de preuves, les couleurs quittèrent définitivement le visage de Lucas. Il comprit que ce n'était pas la crise de nerfs d'une épouse blessée, c'était un échec et mat. C'était la fin. Cette nuit-là, un silence tomba sur notre maison, mais ce n'était plus le silence poisseux du mensonge. C'était le silence cristallin, vibrant de la vérité qui, ayant enfin rompu les digues, se déversait au grand jour. Ensuite commença l'agonie. Lucas et Valérie tentèrent de négocier. Ils appelèrent, écrivirent de longs messages, supplièrent de nous voir, voulurent s'arranger, à l'amiable, sans procès, pour éviter le scandale au travail et les pertes financières. Mais Stéphane et moi, tels deux généraux d'une armée victorieuse, refusâmes toute tractation de coulisses et toute paix séparée. Nous n'avions rien à leur dire. Tous les mots avaient été dits auparavant, par leurs actes. Au tribunal, nos preuves parlaient d'elles-mêmes. Il n'était pas nécessaire de crier ou de pleurer, les photographies, les relevés bancaires et les documents étaient plus éloquents que n'importe quelle plaidoirie d'avocat. Le juge, constatant les faits irréfutables d'une infidélité longue et cynique, ainsi que la dilapidation du budget familial commun pour des amants et de l'immobilier caché, rendit sa décision rapidement et fermement. Notre mariage fut officiellement dissous. Le patrimoine fut partagé en tenant compte du fait que Lucas avait détourné des fonds communs pour entretenir Valérie et louer cette maison en Normandie. La justice triompha, même si elle avait un goût amer, métallique, de cendre sur les lèvres. Lucas déménagea juste après le jugement, rassemblant les restes de ses affaires dans des cartons. Il tenta de s'excuser une fois, debout dans l'encadrement de la porte, marmonnant quelque chose de pathétique sur le fait qu'il s'était perdu, qu'il avait perdu la tête, mais je reçus cela froidement, ne voulant pas remuer les cendres du passé. Cela m'était égal. Stéphane obtint lui aussi tout ce qu'il espérait et se libéra de son épouse menteuse. Nous nous revîmes une dernière fois, brièvement, dans ce même bistrot, une fois tous les papiers signés et les tampons apposés. Nous ne célébrâmes pas la victoire, nous ne commandâmes pas de champagne. Nous nous serrâmes simplement la main, fermement, comme des frères d'armes ayant traversé la même guerre. Dans nos yeux à tous deux, on ne lisait qu'un immense, un profond soulagement. Nous avions survécu. Nous étions libres. En regardant en arrière, vers ce lointain jour pluvieux dans le bistrot de la rue de la République, je comprends quelles leçons importantes, fondamentales, j'ai tirées de cette histoire terrible. Croyez aux actes, pas aux mots doux et aux promesses. N'allez jamais à la confrontation quand vous êtes perdu, faible et désorienté et ne frappez que lorsque vous êtes totalement prêt, quand vos arrières sont couverts. Protégez vos finances et rassemblez les documents dans le silence le plus total, sans vous trahir ni par un regard ni par un geste. L'attente n'est pas une soumission au destin, ni une faiblesse. C'est le choix stratégique du moment, la haute voltige de la défense de sa vie et de son avenir. Cette histoire n'est pas une histoire de vengeance, comme on pourrait le croire. La vengeance est un sentiment brûlant, destructeur, qui consume le vengeur de l'intérieur. Mon histoire est celle du respect de soi, qui a été piétiné mais restauré et étayé par des faits irréfutables. J'ai gagné non pas parce que j'étais plus méchante ou plus rusée, mais parce que j'ai su dompter la douleur, j'ai appris à attendre et j'ai agi la tête froide alors que mon cœur brûlait. J'espère que mon amère expérience aidera ceux qui errent actuellement dans le brouillard du doute à trouver la patience et la force de traverser cet enfer de la trahison pour tout recommencer, repartir d'une page blanche, mais cette fois-ci à leurs propres conditions, et uniquement les leurs.